Vous pouvez encore défiscaliser votre don sur vos revenus de 2022 en envoyant votre participation par chèque daté au plus tard du 31 décembre 2022. Merci de votre aide. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Gaël-Georges Moulec. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Gaël-Georges Moulec, docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire russe et du mouvement communiste international. Vous êtes également chercheur associé à la chaire de géopolitique de la Rennes School of Business. On s'était vu il y a peu, Gaël-Georges Moulec, pour la présentation de votre ouvrage « Ukraine, la fin des illusions » que nos téléspectateurs peuvent retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Je signale au passage qu'on avait enregistré plus de 330 000 vues, en tout cas à ce jour. Vous publiez ceci, c'est votre dernier ouvrage, « Discours 2007-2022, Vladimir Poutine ». Le voici, publié chez SPM sur les causes. J'allais vous appeler Vladimir Poutine. Non, bon, c'est pas pareil. Encore. Pas encore. Non. Gaël-Georges Moulec, sur les causes de cette guerre russo-ukrainienne, vous dites que dans le discours du président Poutine en 2007 qu'il avait prononcé à Munich, en Allemagne, tout est écrit. Qu'est-ce qu'il y avait d'écrit justement sur l'annonce de cette guerre ? Alors, pas tout à fait l'annonce de cette guerre. Ce que je dis, c'est que l'ensemble des récriminations faites aujourd'hui par la Russie, et y compris avant l'intervention militaire spéciale, se retrouvent dès 2007 dans ce discours. Ce discours est prononcé à l'occasion d'une grande réunion internationale de géopolitique auquel participent des représentants de haut niveau américains, des Allemands, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN. Et durant son intervention, Vladimir Poutine met en place, je dirais, la vision qu'il a de la politique étrangère et qui conduit petit à petit, du fait que ces points n'ont pas été entendus par les Occidentaux, conduit à l'opération spéciale militaire en Ukraine. Donc, quels peuvent être ces points ? Tout d'abord, c'est le fait d'une partition du monde qui n'en est plus une, puisque les États-Unis sont hyper puissants à l'époque. L'absence de discussion entre les États-Unis et d'autres puissances potentielles, y compris la Russie, et puis aussi la petite et lente désagrégation, mais perceptible, de toute la structure des traités internationaux de sécurité ou de garantie qui ont été mis en place à partir des années 60 et plus particulièrement des années 70, 80 et même 90, et qui petit à petit sont réfutés principalement par les États-Unis, et qui remettent le monde dans une situation du temps de la guerre froide, c'est-à-dire où, entre guillemets, tout est plus ou moins permis. Voilà. Donc, constatation de l'échec d'un monde unipolaire, d'un côté, et puis la condamnation de soumettre le droit international au droit anglo-américain. Vous résumez parfaitement. Pourquoi les Occidentaux sont-ils restés aux demandes qu'a formulées Vladimir Poutine au moment de ce discours ? Pourquoi ils n'ont pas... Oui. Bien, parce que le but, à mon avis, était très clair dès le début, c'est-à-dire ne pas permettre à la Russie de reprendre une place dans le concert des nations, c'est-à-dire ne pas prendre en considération ces considérations justement de sécurité qui existent. Alors après, tout est négociable. Il ne faut pas jamais dire non à un opposant ou à un concurrent. Il ne faut jamais lui dire non. Il faut lui dire, il faut voir. Mais quand on dit non à un concurrent, à un opposant, bien évidemment, il a une tendance à muscler tout d'abord son discours et puis après à muscler ses actions. Et c'est ce qu'on voit justement tout au long de ces années. Alors que Vladimir Poutine posait certains actes sur la table en vue d'établir une espèce de coexistence avec les États-Unis. En tout cas, il proposait. Il proposait dès 2001, il propose et il participe à l'effort de guerre américain en laissant les avions militaires américains survoler l'espace aérien russe
pour aller en Afghanistan. Donc il fait preuve d'une certaine bonne volonté qui n'a pas été comprise ni récompensée à la hauteur dont il pouvait l'espérer. Rappelons-nous quand même que Vladimir Poutine a été nommé par Boris Yeltsin, qui n'était pas obligatoirement un tenant de l'indépendance totale de la Russie vis-à-vis des États-Unis. Donc il y avait une base. C'est le moins qu'on peut se dire. Voilà, c'est vous qui le dites. Et il y avait une base sur laquelle l'Occident pouvait travailler. Et au lieu de ça, l'Occident s'est créé un problème en ne répondant pas à des questions, légitimes ou non, mais ça c'est pas à moi d'en juger, russes. Sitôt son élection, Vladimir Poutine est rejeté par les États-Unis. Alors, je dirais pas tout de suite, on le laisse un petit peu venir. Par exemple, en 2002, vous avez la création du Conseil OTAN-Russie, qui est une première marche vers une intégration de la Russie au monde occidental. C'est une bonne chose. Mais cette marche, cet essai n'est pas transformé. Et les choses, petit à petit, se désagrègent. Et on voit naître donc ces irritants de la part de la Russie qui se mettent en place en 2007 à Munich pour après donner lieu à une politique. Si vous voulez, il n'a pas parlé dans le vide, il a parlé et basé sur cette conception des choses, il a conduit une politique qui conduit par exemple, ça devait être en 2018, à la mise en place des armes hypersoniques. C'est directement issu des constatations faites en 2007. Le temps de réalisation, et vous avez les armes hypersoniques qui arrivent. Donc, vous citez 3 crises à l'issue desquelles la Russie a perdu totalement ses illusions quant à une espèce de coexistence avec l'Occident. Vous les citez, la crise géorgienne de 2008, la Libye en 2011, le coup d'État en Ukraine en 2014. Et donc, ce rejet de l'Occident, de la Russie par l'Occident, cela a conduit à diverses violations du droit international par la Russie. Alors ça, c'est la doxa officielle. J'essaye de ne pas m'en départir non plus, puisque c'est la position prise par la France. Donc bon, après tout... de quoi Moscou se serait rendu coupable alors ? La Crimée, en premier lieu la Crimée, qui, selon l'acceptation faite par le gouvernement français, est toujours un territoire ukrainien. Et la France n'a pas reconnu son intégration à la Fédération de Russie, voilà, simplement. Donc certains qualifient cela de violation du droit international. Voilà, ce qui s'est passé en Géorgie, où on dit que les moyens ont surpassé les besoins d'intervention. Et puis en Syrie, où on dit que le gouvernement russe aide un gouvernement illégitime. Voilà, les violations que certains présentent comme ayant été faites par... Sur cette crise géorgienne, on s'en souvient assez peu. Je crois que c'était le président Saakashvili qui était à la tête de l'État. Qui a été l'agresseur dans cette histoire ? Alors, au mieux, en étant le moins russophile possible, c'est une provocation qui a conduit les Géorgiens à des actions répréhensibles, c'est-à-dire bombarder des civils avec des lance-missiles multiples. Voilà. En Ossétie. En Ossétie. Donc vous aviez... Qui était un territoire qui devait être autonome. Alors un territoire qui, selon les accords de l'époque, où la paix était maintenue par des soldats de la paix, y compris russes. Et parmi ces soldats de la paix, au moment de l'offensive géorgienne, 70 ont été tués. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout pays dont les soldats de la paix sont tués, blessés, agressés par une des parties au conflit, a le droit d'intervenir. Ouais. Voilà, donc... En novembre 2009, vous l'indiquez, la Russie présente 2 documents sur... un plan d'établissement de la sécurité. Bon, ils ont des noms un peu à rallonge, mais là encore, fin de non-recevoir de la part des Occidentaux. Comment se justifie-t-elle, cette fin de non-recevoir ? Cette fin de recevoir, si vous voulez, ce serait pour les Occidentaux, ce serait une remise en cause de leur leadership. Le leadership de l'OTAN, l'avancée de l'OTAN vers les frontières russes, et puis une remise en cause, si vous voulez, de la dégradation des traités qui ont été conclus, comme on l'a dit, dans les années 60, 70, 80, 90. Et donc, c'est une volonté des Russes qui ne trouve même pas un début de négociation. Tout est refusé dès le début. Et
soyons clairs aussi, ces documents de 2009 sont représentés sous une forme adaptée en décembre 2021, une nouvelle fois, à la fois aux États-Unis et à l'OTAN. Décembre 2021, c'est pas si loin de ça que février 2022. Donc c'était une des dernières tentatives, je dirais, de régler la question par un accord. Donc les Américains ont vraiment tout refusé jusqu'au dernier moment. Alors là, pas que les Américains, ne soyons pas l'OTAN. L'ensemble des pays de l'OTAN, voilà, ont refusé de regarder, de traiter, d'approuver ou non, mais ils ont refusé immédiatement de prendre en compte ce type de document. Mais pourquoi ce déni permanent? Pourquoi ce refus? Alors, je dirais psychologiquement, nombre des personnes en place ont grandi dans l'idée que l'Union soviétique était l'empire du mal, la Russie étant l'héritier de l'Union soviétique, la Russie est l'empire du mal. Première chose. Deuxième chose, une volonté de ne pas traiter avec la Russie sur ces thèmes-là, puisque ce serait redonner à la Russie une réelle place dans le concert des nations. Voilà, c'est tout. On a oublié que la Russie n'est plus soviétique. Alors on a oublié que la Russie n'est plus soviétique. Enfin, on ne veut pas le croire. On ne veut pas le croire, et puis surtout, on ne veut pas lui donner une place d'égal à égal, ou disons une place déterminée, dans le concert des nations. Pourquoi ? C'est une question, par volonté de faire que le pays à un moment ou à un autre s'écroule, peut-être, la volonté de récupérer les richesses russes, pourquoi pas. Je dirais que c'est un mélange de tout ça, assaisonné à une sauce politique qui fait qu'il est assez tendance de critiquer ce pays. Alors, dès les années 2010, la Russie s'est insurgée contre le fait que les anciens pays du pacte de Varsovie étaient toujours décomptés sur le quota russe. C'est quoi ces histoires de quotas ? Alors, là, vous rentrez dans un point particulier. Il s'agit du traité sur les forces conventionnelles en Europe. Donc, il est signé, je crois, en 90, au moment où l'Union soviétique existe encore, et le pacte de Varsovie aussi. Et vous avez des limites pour chacun des deux grands et de ces sous-organisations dans la disponibilité des armes, des troupes, des personnels militaires. Et donc, vous avez d'un côté les pays de l'OTAN qui ont le droit à certaines limites et le côté pays du bloc de Varsovie qui ont droit à d'autres limites. Et le problème est que ce traité ayant été signé, les forces du pacte de Varsovie disparaissent, mais les forces attribuées à ces pays qui ne sont pas la Russie restent attribuées, entre guillemets, à la partie russe. Donc ce qui fait qu'un accord de bonne aloi se trouve complètement chamboulé du fait des changements géopolitiques qui interviennent et qu'il n'a plus donc de réalité dans le quotidien. Et les demandes de revoir ce traité ont été ignorées. Voilà. Et donc dans quelle position cela met la Russie ? Cela met la Russie en position, par exemple au moment de la guerre de Tchétchénie, de ne pas pouvoir utiliser l'ensemble de ses forces en Tchétchénie, simplement. Par exemple. Par exemple, voilà, sur son propre territoire. Septembre 2015, on s'en souvient tous, la Russie intervient directement en Syrie. Comment les Occidentaux réagissent-ils à ce moment ? Je dirais que ça a été un peu un coup de tonnerre, parce qu'il est clair que peu de gens pensaient que la Russie allait intervenir. Il faut voir que ça se passe aussi au moment des attentats en France, et que, je dirais, dans un premier temps, ça a été la solution pour qu'il n'y ait pas d'intervention occidentale. Ça a été la possibilité de rentrer dans une grande phase de négociation à laquelle a aussi participé le Conseil OTAN-Russie, qui tentait de résoudre le problème dit des armes chimiques par un accord général. Mais je dois avouer que l'impression de cette faite par cette intervention était quand même forte. Elle était d'autant plus forte que, au moment de la Libye, la Russie avait eu l'impression, peut-être réelle, de s'être fait avoir, entre guillemets, par la volonté, enfin par la décision du Conseil de sécurité qui autorisait la création d'une zone de non-survol au-dessus de la Libye, mais qui a été en réalité utilisée
utilisé par les Occidentaux pour finir le régime de Kadhafi. Donc les Russes se sont abstenus au moment du vote et ils ont vu que s'étant abstenus, ils avaient laissé la porte ouverte complètement aux Occidentaux. Voilà, donc il était clair à partir de cette date qu'ils ne seraient pas à voir une deuxième fois. Oui, voilà. Et donc ils sont allés sur le terrain. Voilà. Sans demander forcément... Ils n'avaient pas rien à demander puisqu'ils ont été accueillis par le gouvernement internationalement reconnu syrien. Oui, de Bachar el-Assad. Voilà, il n'y en avait pas d'autres. Alors, les États-Unis, enfin en tout cas... Les forces occidentales ont un concept d'engagement à rapprocher et il est développé en ce moment en Ukraine. C'est la volonté de ces Occidentaux de se battre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Que pense le président ukrainien Volodymyr Zelensky de ce concept, de se battre jusqu'au dernier de ses concitoyens? Alors je dirais simplement que c'est un affrontement, je dirais, civilisationnel. D'abord, donc où tous les coups sont permis. Et ce qu'on peut voir, par exemple, récemment, c'est le président Zelensky qui a déclaré qu'il ne pensait jamais à faire évacuer la population des grandes villes, parce qu'une grande ville sans population est beaucoup plus facile à prendre. Donc il laisse la possibilité de faire tuer des civils uniquement pour que les villes ne soient pas prises. Donc je dirais que nous avons à faire très attention, d'un côté comme de l'autre, mais à faire très attention donc à la propagande qui entoure l'ensemble des prises de position. La question est de savoir jusqu'à quand, d'un côté comme de l'autre, les populations supporteront les pertes qui sont impressionnantes. Mais est-ce que les populations ont une possibilité de se faire entendre du président Zelensky? Alors se faire entendre, non, mais de ne plus monter, oui, même en 17 en France, c'est arrivé. Donc voilà, c'est une possibilité aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pertes sont telles d'un côté et de l'autre que les choses devront à un moment ou à un autre se résoudre, soit par une des deux parties ayant une victoire, soit par des négociations. Excusez-moi, nous sommes, sans rentrer dans les détails des chiffres, nous sommes facilement, d'un côté comme de l'autre, aux environs ou à plus de 100 000 pertes. Jusqu'au dernier Ukrainien, mais pas seulement, jusqu'au dernier membre de l'Église orthodoxe de Russie en Ukraine. Alors là, c'est une nouvelle chose, c'est-à-dire... Le gouvernement ukrainien veut liquider tout le monde là-dedans. Alors, il y a une reprise en main de l'Église orthodoxe ukrainienne ukrainienne affiliée à Moscou, avec la fermeture des églises, la présence de la police politique, ou disons de la police de sécurité, qui ferme ces églises, et petit à petit, je dirais, un renoncement à ce qui a été, pendant des centaines d'années, la relation entre l'Ukraine et la Russie. La doctrine militaire russe, on en a beaucoup parlé sur TV Liberté, elle prône une période initiale de guerre courte et intense, susceptible de produire des effets décisifs avant l'engagement des troupes terrestres ennemies. Pourquoi cette stratégie n'a pas été suivie d'effets? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, je pense, c'est la croyance dans le fait que la mission donnée aux troupes serait simple. C'est-à-dire, pourquoi aller casser des structures quand le gouvernement ukrainien va très vite tomber, les gens seront contents de voir les troupes russes, donc c'est pas la peine de, entre guillemets, nettoyer avant d'intervenir comme l'avaient fait les Américains en Serbie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut aussi s'étonner qu'il ait fallu attendre encore quelques semaines pour voir les infrastructures énergétiques ukrainiennes bombardées. Quid des trains, quid des ponts, on voit les armements occidentaux arriver sans réelle combativité russe pour empêcher qu'ils arrivent jusque sur le théâtre des opérations, ce qui est assez étonnant. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? La volonté d'une partie de l'élite russe, certainement, de ne pas rompre toute possibilité de négociation. La volonté de ne pas... par erreur, bombarder
des personnes qui conduisent ces équipements et qui pourraient être étrangers. La volonté peut-être de ne pas tout à fait casser un pays qu'on espère toujours récupérer, peut-être. Oui. Voilà. Est-ce que les Russes ont les moyens de continuer ce conflit sur le long terme avec l'hiver? Alors ça, c'est une question qui revient toujours. Tout le monde semble avoir oublié que la Russie, c'était plutôt l'Union soviétique de Staline, a conduit une des plus grandes opérations militaires, c'est-à-dire le dégagement de Moscou par rapport aux troupes allemandes, de novembre, décembre, janvier, février même, 41-42. Donc le fait que ce soit l'hiver n'interdit pas aux Russes de conduire des opérations militaires. Napoléon en a été le témoin, Hitler aussi. Donc dire que les choses vont s'arrêter en hiver, c'est assez étonnant. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien voir... Ils se baladent le torse nu, les Russes, en hiver. Peut-être pas tout à fait, mais je dirais qu'ils ont une certaine habitude plus forte que celle de nos troupes qui sont habituellement engagées en Afrique. Voilà. Donc, ça va continuer. Ça va continuer. Le tout est de savoir si l'arrière tiendra, l'arrière russe aussi bien que l'arrière ukrainien. Qu'est-ce qu'on en sait de l'arrière russe aujourd'hui? Alors, je dirais que l'arrière russe, on voit monter, je dirais, une plus grande cohésion de la population. Alors malgré les départs de celles qui restent. Oui. Parce que ceux qui n'étaient pas d'accord ou ceux qui voulaient combattre cette politique sont partis. Vous avez beaucoup de désistements de la part des intellectuels, de la part des artistes, un peu dans le domaine économique aussi, mais je dirais les gens qui restent sont convaincus que des choses doivent être faites pour régler cette question dans un sens favorable à la Russie. En tout cas, concernant le secteur industriel, j'entendais il y a quelques semaines Monsieur Jacques Sapir, économiste spécialiste de la Russie, nous dire que le secteur industriel russe avait récupéré son niveau de 2019, donc son niveau d'avant l'engagement. Alors, oui et non. Oui, parce qu'il y a une volonté, c'est-à-dire là, c'est plus les 3-8, c'est les 4-8 dans la production. Économie de guerre. Tendance vers l'économie de guerre. Autre chose, limitation quand même technologique, les composants devant non plus maintenant être importés, puisqu'ils arrivaient quand même à importer des composants pour les équipements militaires de l'étranger. Donc maintenant, il faut quand même aussi produire ces composants. Donc peut-être quelques goulots d'étranglement à un moment ou à un autre, mais une volonté et une mise en place, oui, d'une action tout à fait différente. On sait que le président Zelensky a bénéficié de certains fonds, notamment lors de cette conférence à Paris, où il était en visioconférence. Il a eu, je crois, 1 milliard d'euros, je crois que c'était en euros. Qu'est-ce qu'on sait du coup maintenant avec cette somme sur l'arrière ukrainien? Est-ce qu'on peut penser aussi que Zelensky a les moyens d'assurer la longévité de ce conflit? Alors, je dirais que l'Occident démontre qu'il est capable de fournir l'ensemble à la fois des équipements militaires, mais aussi du soutien financier à un régime qu'il considère comme légitime et devant être aidé. Ça, c'est une première chose. Que cela soit suffisant, c'est possible, ce n'est pas sûr. Parce que comment va être répartie cette aide? Comment vont être utilisées les armes? Vont-elles toutes se retrouver sur le front ou bien allons-nous les retrouver dans certaines banlieues? C'est autre chose. C'est une question qui se pose, hein, je n'y réponds pas. Je dirais simplement que désormais c'est la volonté, la résilience, comme on dit, à la fois des Ukrainiens, des Russes, mais aussi des Européens qui est en jeu. Parce que, n'hésitons pas à le dire, tout cela a un coût que les Européens auront et ont déjà à payer. On entend souvent certains observateurs faire un comparatif avec la guerre au Vietnam. À l'époque, c'était les Américains qui s'étaient déplacés au Vietnam pour combattre les alliés du régime soviétique. Maintenant, ce sont les Russes qui vont sur un territoire étranger pour combattre les alliés du bloc occidental. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ressemblant? Il y a quand même une grande différence, ce sont les distances. Les Américains avaient quand même quelques milliers de kilomètres à faire, alors que les Russes, c'est chez eux, dans leur conception des choses.
Est-ce qu'on peut s'attendre à une réaction des populations occidentales de l'Europe, la France, quant à ces sanctions qui sont censées mettre l'économie à genoux, comme l'avait dit notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire? Voilà. Est-ce que nous serons résilients? Est-ce que nous croirons en nos dirigeants? Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est à la population de voir si elle soutient et si elle accepte ce type de, entre guillemets, de sacrifice. Moi, j'entends certains Français me dire « je suis pour ces sanctions ». Tout à fait possible. D'autres peut-être peuvent dire... Je peux assumer, mais je lui dis « mais toi, t'es à Paris, voilà, t'es dans un bureau, tu tiens pas une boulangerie, tu tiens pas un haut fourneau ». Il faut voir combien de temps ça dure et quels sont les impacts réels. On nous parle de coupures, est-ce qu'il y aura des coupures ou pas? On nous parle de... Bon, si vous voulez... On est devant l'inconnu. Donc cet inconnu va être soit favorable, c'est-à-dire ce sera un inconnu qui se résolvera facilement, ou bien c'est un inconnu, on ouvre la porte et là, on tombe. Il faut laisser le temps à la guerre de se dérouler. Malheureusement. On attend, on est dans l'attente. On est dans l'attente parce que, à mon avis, je peux me tromper, mais personne ne sait exactement ce qui va arriver. Et c'est une guerre d'usure, quoi. C'est une guerre qui commence à être une guerre d'usure avec diverses tentatives, je dirais, de lancer des propositions de paix, comme par exemple l'a fait Henry Kissinger dans un article qui est sorti le 16 décembre dans The Spectator, où il propose diverses étapes pour un règlement du conflit, simplement en mettant en préalable que l'Ukraine intègre ou soit proche de l'OTAN, ce qui avait été justement la cause primordiale du conflit initial. Donc bon, c'est une proposition comme une autre, je pense qu'elle est plus faite pour attirer certaines parties de l'élite russe vers ce type de conception, plutôt que de proposer une résolution réelle du conflit. Votre ouvrage, Gaël Georges Moulek, Vladimir Poutine, Discours 2007-2022, je le répète, traduit par vos soins, c'est édité chez SPM, disponible dès la sortie de ce Zoom sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci monsieur d'être venu. Merci monsieur.